Bonjour à tous, bonsoir. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir avec vous Amine et Christophe. Ensemble, on va essayer vraiment d'avoir un petit débat, un petit entretien amical entre thérapeutes, nutrithérapie, tout ce que vous voulez, orthomoléculaire, voilà. Donc, je me présente Lucie Wechoko pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je suis malade de l'histamine en fait, mais surtout allergique, beaucoup d'allergies et les sensibilisations étaient difficiles. Et plus tard, j'ai connu ce qu'on appelle l'intolérance, dont j'ai compris qu'on pouvait avoir de l'allergie et de l'intolérance, ce que je ne savais pas. Mais voilà, à force de chercher, j'ai compris qu'il y avait des acides aminés l'histidine, qu'il y avait l'enzyme histidine décarboxylase, qu'il y avait l'histamine produite de par cette histidine décarboxylase et qu'il fallait la DAO pour la dégrader et que la dégradation produisait des peroxydes d'hydrogène et l'ammoniac, donc il fallait réduire l'ammoniac, mais il fallait aussi réduire le peroxyde, donc il faut la catalase. Et puis j'ai compris que les récepteurs existaient, qu'il y avait 4 récepteurs, et que quand je prenais moi les antihistamines de type H1, il restait H2, H3, H4 qui restaient ouverts puisque je n'avais pas dégradé l'histamine. C'est comme ça le parcours jusqu'à ce jour et je vous présente Amine qui va parler de lui un petit peu pour que vous puissiez le connaître. Et ensuite, Christophe va se représenter parce qu'il est déjà venu. Amine? Merci Lucie, bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation. J'espère qu'on va apporter de nouvelles choses sur ce sujet de cette thématique de l'histamine, de l'intestin et avec tout ce qui s'ensuit. Bonsoir à Christophe aussi. Donc moi je suis nutritionniste et physiologiste et je suis par ailleurs président de la Société francophone de nutrithérapie nutrigénétique appliquée. Et donc, je travaille un petit peu depuis plus d'une année sur l'intestin, donc sur on va dire l'homéostasie intestinale, microbiote, barrière intestinale, inflammation, régénération de l'intestin, etc. Et donc, je suis aussi tombé un petit peu par hasard par rapport à cette thématique, comme Lucie. Donc, je ne suis pas atteint d'aucune maladie intestinale, mais on avait décidé à un moment donné à Nutrilogix, au laboratoire NRD, de travailler et de développer donc cette thématique de l'intestin parce qu'on avait vu qu'il y avait vraiment des lacunes et qu'il y avait beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses à décortiquer, surtout sur le plan biochimique, sur le plan génétique, ces problèmes d'histamine, d'inflammation, donc qui sont pas très connus et en même temps, je voyais donc le travail de Lucie et ce qu'elle faisait, ce qu'elle partageait avec nous. Et donc, moi, au départ, avec l'équipe scientifique Nutrilogix, on était parti sur donc la régénération intestinale. Qu'est-ce qui stimulait la régénération intestinale et qu'est-ce qui faisait que on pouvait renouveler sans danger, je dis bien sans danger, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter après, la barrière, enfin, ou l'endothélium intestinal. Donc, c'est assez connu et de notoriété publique qu'on utilise en général de la glutamine pour pouvoir stimuler et régénérer donc les entérocytes. Et donc, on était parti dans ce sens-là et ben, on avait trouvé plusieurs choses bon, qui étaient disponibles dans la littérature scientifique, mais enfin, il n'y a pas d'essais cliniques, disons, qui sont suffisamment méthodologiquement assez robustes qui permettent de tirer des conclusions concrètement. Donc, on avait découvert que donc il y avait donc ces polyamines aliphatiques qui était responsable de la régénération. On avait aussi donc décortiqué un petit peu, disons, la voie métabolique de la glutamine et du glutamate, puisque la glutamine se convertit systématiquement en glutamate. Et donc, on avait trouvé que d'une part, donc, le glutamate se convertissait de l'ordre à peu près de 14 à 15% en ornithine, qui est le précurseur des polyamines aliphatiques, et en même temps, il stimulait le cycle de Krebs, et à ce moment-là, on pouvait à ce moment-là déduire une certaine explication par rapport à l'augmentation du risque de cancérogénèse de certains cancers, cancer du côlon, par exemple, par rapport
à la prise de glutamine. Bien sûr, la glutamine est très efficace pour la régénération d'intestin, mais on a aussi cette problématique d'augmentation du risque du cancer du côlon. Et donc on était parti sur ce plan-là, et ensuite ça a évolué vers l'histamine, la DAO, donc la diamine oxydase, qui permet de dégrader l'histamine justement, et une partie aussi des précurseurs des polyamines, ce qui sont les polyamines aliphatiques. On a par exemple le carrefour métabolique, disons, des polyamines, c'est la putrescine, et qui est un diamine, et puis on a aussi la cadavérine qui est uniquement synthétisée par le microbiote. Je pense qu'on va en parler après. Et donc, enfin, la DAO qui dégrade donc ces précurseurs, disons, des vrais polyamines qui sont bioactifs comme la spermine, la spermidine. Et donc, c'était un petit peu dans ce sens-là qu'on était parti. Et donc, j'espère que ce soir, on va essayer de reconstituer tout ce puzzle extrêmement complexe avec Christophe et Lucie. Donc, je vais passer la parole à Christophe pour s'il a des choses à dire ou pour se présenter. Oui. Bonsoir à tous. Donc, bon, ça fait plusieurs fois en effet que j'interviens. Je me sens très privilégié, vraiment. Merci beaucoup de cette invitation. C'est vrai que je suis assez passionné pour, comme beaucoup de naturopathes, de rechercher quand même voilà, les causes. Hein. C'est vraiment notre obsession. Parfois, c'est les causes. Et il y en a tellement qu'on s'y perd parfois. Mais justement, le challenge, c'est de s'adapter à chaque personne. Donc, je suis à Paris. Je reçois notamment spécifiquement dans toutes les problématiques intestinales, les maux de ventre, les reflux aussi. Il y a de plus en plus de reflux, donc ça c'est en augmentation et c'est très complexe. Et voilà, donc les gens me connaissent déjà un petit peu. Bon, je voulais juste dire un petit mot sur les reflux, c'est-à-dire qu'en fait, il s'avère que c'est un peu en bout de chaîne. Quand on a un reflux, c'est qu'on a déjà un intestin bien en dysbiose et qu'on c'est déjà bien installé. Donc, je voudrais dire aux personnes qui ont dans leur entourage ou qui ont eux-mêmes qui souffrent de brûlure d'estomac et de reflux. Des fois, il y a aussi un phénomène où c'est pas vraiment la brûlure d'estomac à proprement parler qui pose problème. C'est plutôt le soir, on s'allonge et on sent des espèces de reflux vraiment physiquement dans l'œsophage qui peuvent aller parfois jusqu'à la toux. Et en fait, c'est complexe. Voilà, mon message, c'est que c'est complexe. Il faut vraiment prendre ce problème, comment dire, vraiment avoir un peu de patience et de courage, parce que du coup, ça veut dire quand même qu'il y a une belle dysbiose qui s'est installée. Voilà, je voulais dire ça. Je pourrais dire éventuellement plus tard un petit mot sur les biofilms. Pourquoi pas un petit mot sur les ondes électromagnétiques. Donc moi, je suis tombé sur une publication qui montre que les ondes électromagnétiques favorisent la flore de putréfaction, certains Escherichia coli en particulier. Donc on voit bien là, voilà, ces caractéristiques du monde moderne, vraiment où on a de plus en plus d'ondes électromagnétiques. J'ai d'ailleurs pas mal de clients qui sont informaticiens et qui ont un boulot en tout cas sédentaire et entouré d'ondes. Il ne faut jamais écarter aussi la problématique des gencives quand on a des troubles vraiment récurrents ou quand on n'y arrive pas. Il ne faut jamais négliger ça, notamment quand il y a des troubles neurologiques. Jamais négliger les gencives et les pivots qui parfois sont implantés dans des endroits qui sont proches du nerf vague, qui arrive dans le cou et qui vient se terminer proche des gencives. Donc c'est incroyablement important de comprendre qu'il peut y avoir parfois des proliférations sous la gencive. Dès qu'il y a une dent dévitalisée, c'est pas du tout anodin. Voilà. Donc ça, je voulais le dire tout de suite. Et enfin, ne pas négliger. Moi-même, je suis pas encore spécialiste de ça, mais avec le FluorinScan et le Genium Check, vraiment ne pas négliger l'analyse du microbiote, parce que je pense que c'est fondamental, et notamment analyser toutes les souches de la flore de putréfaction qui est si problématique. Voilà, un petit mot sur mes intérêts de cette semaine. Voilà. Christophe, Christophe, oui. Ton micro, tu dois le repositionner, passer de temps en temps, on t'entend, et puis après, c'est trop fort. D'accord. Il faut que tu aies une distance, oui, s'il te plaît. Ouais. Alors, je vais profiter de ce qu'on a dit, voilà, Amine et Christophe.
Je vous ai envoyé un lien, donc je pense que vous avez regardé. C'était sur la maman avec le colostrum. Le colostrum à la naissance, je ne sais pas si vous avez vu, avec assez de DAO dans le colostrum et les polyamines qui restent encore pendant les premiers mois. Donc la DAO est très importante dans le colostrum et diminue, et alors que le lait maternel contient encore plus de polyamine oxydase. Et le fait aussi que la DAO est beaucoup plus importante dans le placenta. Donc, c'est comme si le premier moment de la vie de l'enfant, si tu veux, le fœtus, il y a des polyamines. Polyamine, et je me pose la question pour la trophicité de la membrane intestinale, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent aujourd'hui avec des pathologies de villosité qui n'existent pas, et donc ça signifie qu'il y a probablement un problème dans cette trophicité, et donc les polyamines, tu vois, seraient intéressants donc dès le départ pour pouvoir aider cette flore, en sachant qu'il y a les bactéries de la flore intestinale de maman qui aident encore en plus de ça, et les vitamines liposolubles qui sont très intéressantes pour le début de l'enfant. Je ne sais pas si toi tu as un regard là-dessus. Oui, justement. En fait, je pense que la problématique est beaucoup plus complexe parce que les polyamines aliphatiques vont, disons, initier les processus de régénération. Là, j'ouvre une parenthèse. Quand on dit processus de régénération, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois des voies métaboliques qui vont induire la croissance, donc la division cellulaire, accélération du cycle cellulaire, etc. Et puis, en même temps aussi, l'apoptose. Donc la mort cellulaire programmée. Donc les cellules qui sont de mauvaise qualité ou qui ont été partiellement détruites, soit par inflammation ou stress oxydatif, vont être détruites donc par l'apoptose. Et en même temps, ils seront remplacés par les processus de croissance. Donc ça, c'est le processus de régénération. Maintenant, ces polyamines justement, ils sont à la fois synthétisés par les cellules, donc les cellules, les entérocytes, notamment, c'est puisque si on parle de l'intestin, mais on les trouve un petit peu partout dans la plupart des cellules, mais aussi par le microbiote. Parce que le microbiote aussi synthétise donc ces cellules, c'est plutôt ces polyamines aliphatiques. Et l'autre point aussi, ou l'autre, disons, dimension de complexité, c'est que la DAO et la PAO, donc DAO diamine oxydase, PAO polyamine oxydase, en fait, les deux vont dégrader les polyamines et vont aussi dégrader l'histamine. Sauf que l'histamine, qui est un marqueur d'inflammation, qui produit toutes les, enfin, ce qui est, à mon avis, derrière au moins la quasi-totalité des problèmes inflammatoires de l'intestin, donc l'histamine. Donc, en même temps, on a les polyamines qui régénèrent l'intestin, et en même temps, on a ces mêmes polyamines qui sont opposées ou qui sont un petit peu antagonistes à l'histamine, plutôt à la DAO, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a toujours une sorte d'équilibre. En fait, quand on comprend bien les choses, en réalité, on retombe toujours sur cette notion d'équilibre entre des molécules qui vont régénérer et en même temps des molécules qui seraient pro-inflammatoires. Donc c'est un petit peu cet équilibre-là, et ça ne m'étonnerait pas que chez le fœtus ou même chez le nouveau-né, on a suffisamment de DAO ou même de PAO aussi, mais aussi de polyamine. Tu vois, c'est toujours cet équilibre et cette complexité-là, oui. Oui, parce qu'en fait, ce que moi j'ai regardé, c'est que je me suis dit, mais il y a vraiment un lien déjà dans la préconception, la grossesse de la maman. Il y avait des risques de fausses couches, hein, puisqu'il y a des risques de fausses couches, Tout à fait. il y a beaucoup de trucs. Et puis, tu vois que le lait maternel aussi contient encore la DAO, la PAO, et tu te dis, mais, et en plus, c'est important que la maman allaite. Donc, il y a vraiment un lien important avec cette DAO-là que nous avons un peu négligé, parce que moi, je te dis, moi, je n'avais jamais étudié en médecine. Moi, je ne connaissais pas la diamine oxydase comme traitement, comme une enzyme, tu vois. Donc, je me dis, mais c'est quand même maintenant que je la comprends mieux et que je me dis, mais ça, tu vois, on nous a pas, je ne vois pas. Tout ce qu'on nous a dit, c'est prendre un antihistaminique. Maintenant, je vois la place de cette diamine oxydase et que tu as insisté, parce que j'avais vu polyamine oxydase en janvier quand je préparais, mais comme il n'y avait pas sur le marché,
moi j'ai mis de Oui. côté. Je me suis dit, Ouais. je vais travailler plus sur celle qui a un intérêt parce qu'elle est disponible, tu vois, et pas facile à obtenir aussi, mais elle Mm. est importante parce que elle va dégrader cette histamine et que je me rends compte que les mamans qui ont les césariennes ou qui n'ont pas allaité, on retrouve chez les enfants beaucoup d'intolérance et d'allergies. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais C'est pas si vrai, c'est vrai. Christophe ou toi, oui, il y a vraiment, oui, Ce que disait Christophe tout à l'heure par rapport aux champs électromagnétiques et leur effet sur des espèces comme Escherichia coli, par exemple. On a d'autres, je ne sais pas si des données scientifiques sont disponibles sur d'autres souches, mais par exemple, Escherichia coli, c'est parmi les espèces bactériennes qui convertissent l'histidine en histamine. et tout à fait. Donc, et qui Connu. produisent de l'histamine. On a aussi des entérobactéries, les clostridium, on a plusieurs autres souches qui produisent donc cette histamine, mais on a en même temps aussi d'autres souches, d'autres espèces bactériennes qui vont dégrader. Qui vont dégrader l'histamine. Je pense par exemple à certaines souches de lactobacillus, Oui, certains bifidos aussi. tout à Donc, fait. Staphylococcus aussi, si je me souviens bien, Staphylococcus carnosus aussi. Donc, il y a certaines souches aussi qui dégradent. Donc, même au sein du microbiote, il y a cet équilibre Il y a un aussi. équilibre. Oui, exactement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Moi, je voulais apporter quelque chose qui m'a frappé cette semaine, c'est que parallèlement à cet équilibre perdu du microbiote, il y a aussi des molécules chimiques qu'on a parfois, on a été exposé à des molécules chimiques Ouais. voilà, depuis probablement l'étape de fœtus. Hein. Cette semaine, dans la presse scientifique, est sorti un article comme quoi ce fameux dioxyde de titane passerait bel et bien la barrière placentaire. Donc, qu'est-ce qu'a mangé la maman pendant la grossesse, hein, le dioxyde de titane, le E171. Oui, oui. Voilà. Et vous imaginez, le fœtus, non seulement va naître avec peut-être une flore qui est déjà un peu perturbée, et par-dessus le marché, il a peut-être une exposition à certaines molécules qui ont une voilà, il y a quand même une atteinte parfois neurologique et surtout hormonale. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une baisse hormonale et que ça participe à ce ralentissement des muqueuses digestives qui nous concerne tous, parce que c'est une caractéristique que tout le monde voit aujourd'hui. Si on parle autant du SIBO ou du reflux, c'est ralenti. Donc, il y a certainement une mauvaise dégradation de l'histamine, etc. Mais qu'est-ce qu'a mangé la maman pendant les 9 mois comment on n'a pas trop d'outils pour mesurer finalement les toxines que contient bébé. Alors, il faudrait creuser dans cette voie-là aussi. Ouais. Oui, justement, le dioxyde de titane, tu as raison, parce que le dioxyde de titane et d'autres, parce que c'est un additif toxique, ça contient des nanoparticules en fait. Parce que le dioxyde de titane, en général, les oxydes et les dioxydes, dioxyde de titane, dioxyde de silicium, oxyde de zinc, oxyde de fer, on en a le noir, le rouge, le jaune. On a plusieurs qui sont des nanoparticules, et le fait qu'ils soient des nanoparticules, bon, au-delà du fait qu'ils sont déjà toxiques, même s'ils ne sont pas des nanoparticules, tu vois, par exemple, le titane est déjà toxique. Donc, au-delà de ça, tu as une complication en plus, c'est qu'ils peuvent passer la barrière sans souci, sans problème, parce que c'est très petit et donc c'est très mal géré, très mal métabolisé par la barrière, par les transporteurs de la barrière. Donc, ça passe et ça crée aussi, ça participe. Je pense que ça contribue aussi à la toxicité, aussi à l'inflammation et toutes ces choses-là. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Oui. Et donc en fait, la problématique principale ici, c'est quoi? À mon sens, hein, je vais vous lancer un petit peu ce que je pense, et puis vous me direz en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous connaissez. Donc, la problématique principale, c'est, en gros, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on a, d'une part, on peut avoir, par exemple, des patients
qui ont, par exemple, le leaky gut, syndrome d'intestin perméable, une barrière intestinale de très mauvaise qualité, complètement altérée pour une raison ou une autre, hein, mais dans tous les cas, les raisons métaboliques, elles sont connues. Inflammation, stress oxydatif, microbiote, configuration du microbiote perturbé, etc. Et donc là, Et le mucus? voilà, le mucus, exactement, tout à fait. La diminution de l'épaisseur du mucus, ça, on sait que c'est l'épaisseur normale en général, c'est autour de 4 mm, mais déjà quand ça commence à se rapprocher de 2 mm, c'est que déjà on est dans une pathologie intestinale inflammatoire chronique, type Crohn ou d'autres. Et donc en fait, là, en réalité, ce dont on a besoin, c'est à la fois de bloquer les processus d'inflammation, dont l'histamine est le médiateur principal, donc ça d'un côté, et puis de l'autre côté, on a besoin de régénérer cette barrière intestinale. On a besoin de reconfigurer le microbiote. Sauf que ici, pour régénérer la barrière intestinale et pour bloquer l'inflammation, donc pour bloquer l'inflammation, il faut diminuer l'histamine. Pour régénérer pas le microbiote, mais la barrière intestinale, il faut stimuler les polyamines, puisque les polyamines sont les précurseurs qui vont lancer les processus de régénération, croissance, apoptose. Sauf que les deux sont un petit peu opposés, je dirais. Pas forcément pour la spermidine, qui sont les polyamines, disons, principaux, qui sont bioactifs, mais disons les précurseurs de spermine, comme la putrescine, par exemple. C'est un petit peu, si on stimule la DAO pour dégrader l'histamine, en même temps, on va dégrader aussi la putrescine quelque part. Et donc, on diminue l'inflammation. C'est ça la question, en fait. Est-ce que quand on diminue l'inflammation, est-ce qu'aussi on diminue le potentiel de régénération? Comment on fait? Alors, moi, franchement, avec beaucoup de recul maintenant, hein, quand je regarde, je me dis, depuis qu'on est né, de ce que moi je vois depuis l'après-guerre, on est dans la malbouffe. On est dans l'industrialisation et donc on est vraiment intoxiqué depuis longtemps. Donc, quand on voit la génération d'aujourd'hui de mon âge, ils ont tous des maladies dégénératives, la majorité. C'est ça, ouais. C'est clair. Donc voilà. Donc ça fait des années. Donc c'est un leaky gut qui est vieux, qui est vraiment, si tu veux. Donc de ce côté-là, je me dis, c'est complexe. Je t'avoue, c'est complexe. Ouais. Donc moi, ma première démarche, ce que je dis aux gens, et c'est ce qui est le plus difficile pour les gens, c'est qu'on est obligé d'abord de calmer l'histamine. Parce que vous avez tous ces activateurs de mastocytes au-dessus qui vont l'activer, et donc il est déjà activé, ces mastocytes, ils sont hyper actifs. Ce sont des sentinelles là qui sont toujours, et ils sont excités pour tout finalement. Donc ils produisent trop d'histamine. En plus, on apporte une alimentation encore riche en histamine. Donc en fait, tu sursatures la DAO. Tu vois, en fait, c'est ça. Et tu sursatures encore la méthylation. Et donc, en fait, tout est bloqué. Donc, je me dis, la première chose à faire, c'est d'abord d'enlever les aliments contenant l'histamine. Tu vois, c'est d'abord l'enlever, faire un jeûne intermittent pour calmer, tu vois, pour réduire l'apport alimentaire important. Donc, tu mets un peu l'intestin au repos. On est obligé de passer par là, en fait. Donc, mettre au repos. Et puis, parce que comme on va dégrader quand même un peu l'histamine, parce qu'au début, il faut qu'il y ait des enzymes pour nous aider à digérer ce qu'on a. Il faut donner la DAO et la catalase. Mais le truc qui était intéressant, c'est le Floriscan. Parce qu'au début, je ne faisais pas beaucoup de Floriscan. Le Floriscan m'a aidé à voir la putréfaction. Tu vois? Donc, s'il y a maintenant trop de putréfaction, tu auras trop d'amines. Ah oui. Donc, tu auras trop d'amines. Donc, à un moment donné, en fait, la DAO est là pour réguler aussi un peu. Parce que quand tu as trop d'amines, elle devient cancérigène aussi. Parce que tu vois, tu as ce côté de polyamines qui auront un effet plus cancérigène que régénération. Tout à fait. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, on est dans cette peur, c'est vrai. Mais moi, je me dis, il ne faut plus avoir peur. Il faut maintenant affronter la réalité. La réalité, elle est là. Ça fait des années de manger ce qu'il ne faut pas. Donc, la première chose, c'est d'abord les retirer, les mettre de côté pour mettre un peu le repos. Et aussi, j'ai dit, dans ce qu'on va dire ensemble aujourd'hui, c'est que notre cerveau, comme il a déjà été habitué à cette alimentation, il lui faut beaucoup déformater. Donc, ça, on l'oublie. Il faut que le cerveau
comprennent que tu as changé et que tu n'es plus. C'est comme celui qui a maigri, qu'on a discuté l'autre jour. C'est comme celui qui a maigri et son microbiote n'a pas encore changé, tu vois. Oui, Donc, c'est ça. oui, il aura du mal à maigrir parce que son cerveau Bien n'a pas sûr. encore compris qu'il n'est plus obèse et que, tu vois, il y a un lien, le cerveau, l'obésité, le microbiote. Donc, aussi dans la prise en charge de ces problèmes liquigotes d'histamine, de freiner d'abord l'histamine. De tout. Ça, il faut passer par là. Sinon, tu vas créer des réactions sous antibiotiques ou autres. Tout ce que tu vas donner, il va y avoir des réactions. Mais parce que tu n'as pas d'abord stoppé l'histamine. Donc, tu la réduis, tu donnes des enzymes pour digérer, le biofilm, tout ça, Christophe maîtrise bien. Tu donnes la DAO, tu donnes la catalase. Et il y a un produit qui n'est pas mal, qui est Stem Cells, qui contient vraiment tout des trucs pour aider un peu à régénérer au niveau du microbiote en même temps. Et donc, avec ça, les gens font leur jeûne intermittent, donc ça nous permet de travailler aisément. S'ils sont maintenant plus calmes, plus posés et qu'ils dorment, parce que le sommeil, je le dis toujours, parce que si tu n'intègres pas en synergie, je t'assure que tu vas donner des médicaments, mais tu n'auras pas l'effet. Oui. Et moi, je me dis, même si on te fait une transplantation fécale, si tu n'as pas changé ta façon de penser, tu vas encore remettre des bactéries que tu ne devais pas alors qu'on t'a fait une transplantation avec quelque chose qui était censé t'aider. Très probablement, donc, oui, moi je t'ai dit, moi je dis, je veux bien une transplantation, mais est-ce que toi, tu vas changer dans ta manière de manger? Ouais. Donc, d'où, c'est pour ça que la synergie, parce que notre cerveau, il a déjà emmagasiné des choses. Il est déjà dans cette routine depuis longtemps. Donc, il va continuer à t'amener dans ce que tu faisais avant. Donc, non seulement il faudra déformater au niveau du cerveau, réduire l'histamine, apporter des nouveaux aliments pour lesquels il n'y a pas de sensibilité, on va dire ça comme ça, laisser l'espace entre les repas assez pour permettre à la digestion de travailler. Et je pense qu'une fois qu'on a vraiment travaillé ça, on se donne, moi je dis de faire 3 semaines au début et puis 1 semaine par mois. Oui, parce que pendant 6 mois au moins, parce que plus tu vas faire des périodes de jeûne pendant un certain temps, ça va permettre au cerveau de réduire, tu vois, à chaque fois qu'il va réduire les quantités, tu n'auras plus cette toxicité au quotidien, si tu veux. Mais un travail sur 2-3 mois et dit c'est fini, moi j'y crois pas. Parce que on n'a pas changé là, et donc on va encore revenir aux anciennes habitudes. Et je pense qu'une fois qu'on a stabilisé ça, je t'assure qu'après, on pourra maintenant discuter de la régénération. Parce que régénérer dans un contexte qui est plus sain, un corps sain dans un esprit sain, dans un corps sain, on va dire ça comme ça, mais une synergie. Je sens qu'un jour, tu vas nous présenter tes découvertes en neurosciences. Non mais franchement, je t'avoue, hein, c'est parce que j'ai testé. Tu sais, quand tu fais des expériences sur toi, tu sais quand tu as mieux réussi en fait. Parce que ce n'est que quand tu as changé, et tu sais, je suis une Africaine, en tant qu'Africaine, nous on mangeait du poisson frit, du poisson, tu vois, nos trucs, nos cuisines. Mais j'ai dû changer tout ça pour manger du cru. Je ne sais pas si tu comprends. Donc au niveau cérébral, il y a eu des changements. Tu vois, c'est ces changements-là qui te permettent à un moment donné de trouver une stabilité sur la durée. Tu vois, nos clients, on va trop vite avec eux. Tu vois, on va vite. Alors qu'on ne permet pas parce que oui, il y a le temps, la consultation, mais c'est long, il veut des résultats tout de suite. Mais avoir des résultats tout de suite pour 50 années, c'est un peu trop demandé à des thérapeutes. Christophe, je sais pas ce que tu dis aux gens, mais moi, je ne dis pas qu'en 3 mois j'ai réussi. Ça, non. Parce que moi, j'ai dit aux gens, il faut 2 ans pour permettre déjà d'abord de nettoyer, de ne plus apporter. Ah oui, de ne plus apporter, de détruire. Ah oui, parce que là, il faudra peut-être l'origan, comme tu as dit, toutes ces plantes, hein, ou que ce soit les champignons, tout ce qu'on donne pour détruire les bactéries, les virus, peu importe. Mais pour ça, il faut d'abord dégager l'histamine. On en a besoin. Hein. Je ne dis jamais qu'il faut enlever à 100%. On a besoin d'elle. Mais il y a déjà assez d'activateurs de cette mastocyte pour que, mais vraiment, on enlève la malbouffe. On enlève les aliments qui contiennent l'histamine, on enlève les libérateurs d'histamine qu'on connaît, qu'on est sûr que ça nous fait du tort. Et après, vous mangez ce qui vous convient. Et on va là-dessus, je pense que tu me diras, je pense que c'est la durée qui va aider dans la régénération.
Et n'oublie pas, on en parlera, mais je lance dessus le Saccharomyces, le Saccharomyces boulardii, oui, qui est là intéressant pour aider à la régénération. Oui, oui, tout à fait. C'est en fait, tu expliques les choses disons d'une approche intégrative en fait. C'est ça. Moi, ce que je vois les différentes pathologies, surtout les maladies, disons un peu chroniques ou complexes. Ouais. Tout à l'heure, tu avais parlé de l'obésité. On peut aussi citer le diabète et bon, tout ce qui est maladie neurodégénérative, maladie intestinale aussi. En fait, tout est lié et tout est, on devrait considérer que tout est un système. En fait, ce sont des systèmes complexes. Ouais. Et un système complexe, pour pouvoir le résoudre, ça ne suffit pas d'agir sur un seul point, un seul facteur, parce que quand tu agis uniquement sur un seul facteur, tu as tous les autres facteurs qui vont dans le sens contraire. Tout à l'heure, tu parlais de, par exemple, c'est très bien parce que quand tu parlais de l'aspect comportement, l'aspect psychologique, comportement, et aussi sa relation avec le microbiote, quelqu'un qui perd du poids et son inflammation est toujours là, tu vois, la CRP ultrasensible n'a pas beaucoup changé, elle est toujours là, voire même parfois ça augmente. Ce qui est un peu bizarre, quand tu perds quelques kilos, normalement ta CRP devrait diminuer parce que l'inflammation est produite par justement les adipocytes. Ton microbiote, il a la même configuration ou alors sa configuration est devenue pire encore. Tu vois, et là en fait il suffit d'attendre pour avoir la reprise de poids et plus. Donc c'est ça en fait, quand on agit uniquement sur une seule chose, on va dire allez, on va remanier l'alimentation du sujet. Tu manges comme ça, tu enlèves tout ça, tu introduis ça. Tu dois courir tel nombre d'heures ou de minutes par jour ou etc. Donc c'est pas suffisant à mon avis. C'est ce que d'ailleurs ce que tu dis et ce que tu disais au tout début, justement en rapport avec l'histamine. Les antihistaminiques, comme tu le disais très bien, ils bloquent les récepteurs de l'histamine. Mais l'histamine, elle est toujours là. Et en fait, c'est ça le schéma très réductionniste dans lequel on est aujourd'hui. On agit uniquement sur une seule voie, un seul facteur, et on laisse tout le reste. Et donc, moi, je pense que il faut avoir une approche intégrative où on agit sur plusieurs choses, plusieurs axes à la fois. C'est-à-dire tout en même temps. Alors, quand je dis tout en même temps, c'est pas forcément en simultané, mais comme tu le dis, il y a des priorités. Donc, on va d'abord réduire le feu qui est en train de détruire l'intestin, donc l'inflammation, entre autres, et avec tout ce qui s'ensuit, le stress oxydatif, la glycation, le stress nitrosatif. Donc tout ça accompagne l'inflammation. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on devrait d'abord travailler sur l'histamine, vu que c'est un médiateur très important qui va induire l'inflammation et tout le reste, jusqu'à un moment donné où on va avoir, disons, on va pouvoir calmer l'inflammation. Et à un moment donné, on pourrait à ce moment-là s'orienter vers d'autres approches où on peut, par exemple, régénérer le microbiote, régénérer la barrière intestinale, stimuler la production du mucus, etc. Donc, je pense que c'est intéressant. Et je pense qu'en même temps, pour ne pas perdre de temps, en même temps qu'on puisse, disons, travailler sur l'histamine et donc diminuer les niveaux d'histamine et donc de l'inflammation et tout le reste, on devrait aussi faire un travail sur le comportement, parce que je sais pas si vous, je pense que vous le savez certainement, mais on a besoin au moins, du moins en termes psychomental, on a besoin d'au moins 3 à 4 semaines pour changer une habitude. Donc, et si on fait les choses bien, pour changer, c'est-à-dire pour changer, pour que ça se mette en route, pour que ça commence à s'intégrer dans dans le schéma quotidien, journalier. Mais bien entendu, il faut beaucoup plus, parce qu'après, même si on maintient quelque chose 3, 4 semaines ou plus, ben on peut aussi revenir en arrière. C'est pour ça que
il faut qu'il y ait un effort du côté du patient aussi et du côté du thérapeute. Mais cet effort, je pense qu'il faut pas en tant que thérapeute, en tant que médecin, il faut pas se dédouaner de dire ok, moi j'ai donné au patient ce qu'il faut faire et lui il doit faire ce qu'il faut. S'il fait pas, c'est lui. Donc il faut s'impliquer. Oui, voilà. Enfin, c'est comme ça. La plupart, ils donnent un programme nutritionnel. Il faut prendre ça. Il faut prendre tel complément. Il faut faire ceci. Et maintenant, c'est bon. Vous pouvez rentrer chez vous. Il faut faire ça. Et Non. voilà, il faut impliquer le patient. Il faut trouver des astuces et il faut. Je voulais aussi parler sur. Enfin, ça, j'ouvre juste une parenthèse pour qu'on n'oublie pas après que le fait que l'histamine, c'est un petit peu comme d'autres hormones, comme par exemple l'œstrogène. Ça se dégrade, ok. Donc on a l'enzyme qui dégrade l'histamine, qui est la DAO, d'accord. Mais aussi ça se méthyle. Quand c'est méthylé, c'est aussi inhibé, c'est-à-dire c'est désactivé. Okay, c'est comme les métabolites toxiques de l'œstrogène, les 16-OH, ça se détoxifie. Mais ça se méthyle aussi. Et donc, on a ces deux aussi. Donc, on a aussi la méthylation qu'il faut travailler, je pense. Avant d'intervenir, Christophe, je voulais juste dire que quand les personnes ont commencé le régime, si tu veux, à faire attention, si tu veux savoir à quel moment tu peux commencer la régénération, parce que quand tu regardes la prise de sang, quand tu as la dysbiose, quand tu as toujours la CRP qui est toujours présente, donc il y a le feu dans la maison. Moi, je dis toujours que quand tu as une braise dans la maison, tu ne peux pas construire la maison. Je suis désolée. C'est important parce que c'est régénérer quand il y a du feu, ça ne fonctionne pas. La maison ne va pas tenir. Donc, il faut déjà que tu enlèves les toxines, que tu enlèves la braise qui est toujours là, et tu nettoies avant de construire. Ouais, tout à fait. Ah oui, donc nous ne sommes pas différents de notre maison. Donc, quand il y a de la CRP ultra-sensible qui est supérieure à 0,30, parce qu'on a mis dans les laboratoires inférieur à 1, je suis désolée. Inférieur à 1, c'est toute la population générale. Quand tu fais la nutrie, tu dois être inférieur à 0,30. Parce qu'il y a déjà du feu dans la maison. Ça fait des années qu'on fait la nutrie, les valeurs étaient inférieures à 0,30. Maintenant, on a généralisé à 1, alors qu'il y a déjà du feu dans la maison. Donc, il y a ces paramètres intéressants. Il y a la ferritine. Il y a la ferritine, il y a la phosphatase alcaline, tu vois. Il y a la préalbumine, il y a la RPB, tu vois. Il y a des outils qui vont te dire, ça ne va pas là. Tu vois, il y a des nutritions, tu vois, ça ne va pas. Et donc, il y a la FRP et il y a encore ça. Donc, s'il y a ça, ça signifie qu'il faut aider à remonter d'abord les éléments qui vont permettre de fixer. C'est important, c'est pas même l'IGF-1. Hein, l'IGF-1 aussi, c'est un marqueur. Oui, exactement. C'est un marqueur important qui va aider le médecin pour dire attention, mon patient, il est là, il y a du CRP, il y a la dénutrition. Donc la charpente n'est pas solide. C'est pour ça qu'il y a certaines molécules comme la curcumine, Boswellia, qui sont devenues très populaires parce que ça va éteindre en partie ce feu, surtout les curcumines de toute dernière génération. Donc ça, c'est un outil que beaucoup de gens ont compris et ça ne suffit pas, bien sûr, mais déjà ça peut... souvent, on en met au sein des complexes perméa. Tous les laboratoires ont leur perméa pour agir sur la porosité. Peut-être justement dans ce contexte-là, tu pourras nous dire, Amine, à nouveau, quelles sont les alternatives à la glutamine que vous aviez trouvées dans votre équipe à NRD. Voilà, la glutamine est intéressante dans certains cas, mais pas tous. C'est ça. Bien sûr, oui. Justement, quand tu parles de curcumine, de Boswellia et d'autres, parce que c'est des polyphénols. La Boswellia, on a la boswelline, on a la quercétine, les OPC, on a aussi l'acide élagique, on a plusieurs polyphénols et là, on a des études là-dessus qui montrent que, bon, c'est des anti-inflammatoires, c'est connu, les polyphénols ont des effets pléotropes sur le stress oxydatif, inflammation, etc. Mais on a aussi des effets très intéressants sur l'inhibition de la libération de l'histamine.
par les mastocytes. Donc, notamment la quercétine, la curcumine, aussi la berbérine aussi, les polyphénols du thé vert, les pigalocatechingalates, etc. Donc, il y a un ensemble de polyphénols qui ont été étudiés dans ce sens. Et en même temps aussi, on peut avoir des modifications et des remaniements du microbiote par ces mêmes molécules. Donc, c'est vraiment des molécules extrêmement intéressantes, Christophe, qui permettent de diminuer l'inflammation. Donc, pour répondre à ta question, ce qu'on avait aussi discuté l'autre fois avec Lucie et dans la conférence des laboratoires réunis dernièrement à Paris, c'est qu'en fait, on s'était rendu compte que le glutamate, ou plutôt la glutamine, qui est précurseur du glutamate, qui est utilisé maintenant, c'est une sorte, disons, de traitement de référence pour régénérer l'intestin. C'est un petit peu éloigné dans la voie métabolique de la régénération. C'est un petit peu, pour dire un petit peu éloigné, mais c'est éloigné. C'est-à-dire, quand on donne, par exemple, la glutamine, bon, ça se convertit en glutamate, et dans le glutamate, on a plein de voies métaboliques, du moins ce qu'on connaît déjà. On a le glutathion, parce que glutathion, c'est un tripeptide, cystéine, glycine, glutamate. On a aussi le glutamate lui-même comme neurotransmetteur excitateur. Ouais. On a aussi de loin, donc le glutamate qui va de loin arriver et finir en partie en GABA. Voilà. GABA. On a aussi la putrécine aussi, donc la putrécine qui va. Donc là, on a 3 ou 4 réactions pour arriver à la putrécine. Et on a le glutamate qui va stimuler le fonctionnement du cycle de Krebs par le biais du 4e métabolite du cycle de Krebs, qui est l'alpha-kétoglutarate. Là, on a une seule réaction, donc on passe de l'alpha-kétoglutarate au glutamate et vice-versa. Donc, en quelque sorte, en fait, c'est pas ciblé. C'est pas quelque chose qui va cibler la régénération, puisque la régénération va s'opérer en partie par la putrécine. La putrécine qui va donner spermine, spermidine, et ensuite on a toute la voie. Et donc, en fait, la glutamine, ça se convertit en plein de choses. Et aussi, ce qui est assez dangereux avec la glutamine, c'est que une partie de ce glutamate, et une bonne partie du glutamate, ça j'avais trouvé dans certaines études, mais bien entendu, c'est toujours différent des conditions. Il y a certaines conditions, et donc j'avais trouvé qu'il y avait 50 à 60% du glutamate qui provenait de la glutamine, qui donnait par voie exogène, qui allait dans le cycle de Krebs. Et donc, le cycle de Krebs, si on stimule le cycle de Krebs d'une cellule normale, en bonne santé, ben c'est excellent, c'est très bien. On a plus d'énergie. Mais si c'est maintenant une cellule qui cancéreuse, voilà, ou qui voudrait, ou qui aurait l'intention de se transformer en cellule cancéreuse, ou qui a, je sais pas, qui n'arrive pas à réparer son ADN, etc., ou qui va avoir des mutations qui vont conduire qu'elle devienne une cellule cancéreuse. Là, c'est extrêmement problématique. Et en même temps, la problématique, c'est quoi? C'est que, d'une part, donc, on a cette stimulation du cycle de Krebs, et d'autre part, la régénération, elle ne se fait pas uniquement par les polyamines, parce que si ça se fait avec les polyamines, c'est aussi extrêmement dangereux. Pour la simple raison que les polyamines aussi ont cet effet cancérogène. Alors, puisque c'est tout à fait normal, puisque si on stimule la croissance, on active le cycle cellulaire, bah, c'est ce qui en général classiquement arrive dans les cancers. Donc, maintenant, ce qui devrait être combiné avec les polyamines aliphatiques, c'est l'oxyde nitrique. Il faut avoir suffisamment d'oxyde nitrique quand on stimule les polyamines. Et c'est ça la clé, parce que l'oxyde nitrique va stimuler les NK, les cellules tueuses de cancer. Il va en même temps canaliser les polyamines, parce que les polyamines, normalement, quand il y a suffisamment d'oxyde nitrique, elles sont encapsulées dans des capsules et déversées à l'endroit où il faut dans la cellule pour que ça se régénère au niveau des membranes altérées ou autre. Et donc, l'oxyde nitrique, c'est vraiment l'élément essentiel
à côté, bien sûr, des polyamines qui vont induire la régénération, mais l'oxyde nitrique, c'est l'élément essentiel protecteur. Et ça, on n'a pas avec la glutamine. On l'a pas. Oui. Juste ce que tu viens de dire, c'est important dans le processus de départ. C'est que moi, je dis toujours aux patients la marche. Tu sais pourquoi? Parce que la marche, c'est le seul sport complet qui augmente les muscles fins, riches en mitochondries. Ça, c'est important parce que dans la démarche de la prise en charge dont je t'ai parlé, la circulation capillaire est importante. Parce que si tu n'as pas une bonne circulation capillaire, tu ne vas pas oxygéner les mitochondries. Et donc, si tu n'oxygènes pas les mitochondries, ce que tu viens de dire là, c'est ce qui va se passer parce que les cellules qui sont en hypoxie, elles sont en chronique devenues précancéreuses. Elles n'attendent qu'un moment pour exploser, tu vois. Donc, il faut oxygéner les cellules. C'est pour ça que j'insiste, parce que c'est pour ça que certains patients doivent être au courant de ça. C'est pas pour rien qu'on leur dit d'aller marcher. C'est vraiment important quand vous êtes dans cette phase de prise en charge, de changement. La marche, de courir, c'est pas la même chose. La marche, c'est le muscle qui a été prouvé augmenter les mitochondries, les muscles fins. C'est pour ça que tous les marcheurs, quand vous les voyez, ils sont très fins. Parce qu'ils développent des muscles fins, riches en mitochondries. Et c'est pour ça que dans votre traitement, la marche, c'est important. C'est pour ça que dans ce que tu viens de dire là, je viens rajouter ça. Et autre chose qui va être rajoutée, c'est la respiration qui va permettre à ce qui est fermé, il y a d'autres plusieurs noms, c'est d'augmenter le CO2. Parce que quand les gens ne respirent pas bien, tu as un court-circuit puisque les capillaires sont fermés par les spasmes. Tu vois? Et donc, ton oxygène traverse la circulation artério-capillaire, veineuse, en fait, sans passer par les capillaires. Tu as l'oxygène qui repart vers les vénules. Tu vois? Et donc, finalement, tes cellules ne s'oxygènent pas et l'oxygène va dans les veines, alors que c'est le CO2 qui devait aller. Et le CO2 a un effet vasodilatateur. Donc, si les gens reprennent une bonne respiration, reprennent le mouvement correctement, ils vont augmenter l'inspiration par l'oxygène et l'expiration par le CO2 et on va retrouver une vasodilatation qui améliore le NO. Parce que quand tu es en circuit fermé, tu augmentes l'histamine. Et en fait, c'est ça, parce que si tu veux, quand les capillaires sont fermés et en stress oxydatif, tu as trop d'histamine locale. Et ces gens-là, quand ils font du sport, ils ont des rougeurs. Tu vois, le NO est en excès et ça crée des flushs. Ils ont plutôt des symptômes de flush facial et tout ça. Et donc, mais ça n'a plus le bienfait parce qu'il y a les radicaux libres qui les captent. Et tu fais le cycle, les radicaux libres avec les peroxynitrites et tout ça là, tu vois. Donc, le danger dans les personnes qui ont une mauvaise circulation capillaire, on doit faire attention. Parce que ce sont eux le nid des complications de la médecine fonctionnelle. Pourquoi? Parce que on n'a pas travaillé la circulation capillaire, on n'a pas ouvert les capillaires, on n'a pas amélioré l'oxygénation avant de commencer le traitement. Moi, je dirais à mes confrères, n'oubliez pas cette partie-là, elle est essentielle. Sincèrement. Tout à fait. Tu stoppes l'histamine, tu fais un jeûne intermittent pendant 3 semaines pour les aider, tu les fais marcher, tu les fais faire la respiration pour améliorer l'oxygénation avant de commencer tout type d'antibiothérapie, qu'elle soit naturelle ou synthétique, peu importe, parce que les antibiotiques stimulent l'histamine. Ça, c'est connu. Les antibiotiques stimulent l'histamine et certains inhibent la DAO. Donc tu as quand même un élément de travail qui va t'aider, mais ces éléments-là, ils sont connus pour avoir un effet libérateur d'histamine. Donc, si tu n'as pas amélioré, tu n'as pas nettoyé avant, tu tapes les antibiotiques chez quelqu'un, même le Lyme, hein, parce que beaucoup avec le Lyme, je vois, c'est antibiotique, mais le terrain. Oui, le terrain, exactement. C'est très, très important. C'est un moment important avant de les antibiotiques, parce qu'ils font des réactions liées à cette antibiothérapie massive dès le départ. Alors que tu n'as pas nettoyé, tu n'as pas calmé. Mais ok, il est là le Lyme, on va le détruire. Mais il faut changer d'abord, repositionner et améliorer la circulation, la respiration et donner le traitement. Mais pour le cycle de Krebs que tu as, est vraiment intéressant. Mais il faut qu'il y ait la circulation, la mitochondrie qui fonctionne bien, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà, et justement, pour ajouter à ce que tu disais sur la marche et l'activité physique et l'oxygénation, donc là, quelques études sur la glutamine.
Mhm. qui montre quels sont les organes producteurs de la glutamine et quels sont les organes consommateurs de la glutamine. Amine. Et chez une personne en bonne santé et chez une personne qui va développer des lésions précancéreuses ou qui a même un cancer ou une tumeur. Et là, ce qu'on remarque, justement, ça va exactement dans le même sens que tu disais, sauf que toi, tu as apporté une explication d'un angle différent. Ce qu'on remarque, c'est que chez la personne normale, en bonne santé, on a deux organes qui produisent la glutamine en grande quantité. On sait que la glutamine, c'est 60 à 100 grammes par jour de glutamine qui est produite par l'organisme, Ouais. puisque c'est un acide aminé non essentiel. Et donc, c'est produit par quoi? C'est produit par les poumons et les muscles. Ah, Donc, les deux poumons et les fonctions. muscles, voilà. Donc, appareil locomoteur, appareil respiratoire, donc Respiratoire. activité physique. Bon. Et les consommateurs sont l'intestin, donc les intestins, gros intestin, intestin grêle. Et puis, on a des consommateurs secondaires qui sont le foie et les reins. Ouais. Donc, ça, c'est la physiologie normale, métabolisme de la glutamine chez tout le monde. Maintenant, chez quelqu'un qui a un cancer ou qui va avoir un cancer, qu'est-ce qu'on observe? On observe des changements dans la configuration des organes producteurs et consommateurs de la glutamine. Donc, premièrement, les poumons et les muscles, qui sont des producteurs principaux, ils vont augmenter leur production de glutamine. Okay. Ça, c'est une première chose. Les organes qui étaient auparavant des organes consommateurs secondaires, qui sont le foie et les reins, vont se transformer en producteurs secondaires, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire encore une certaine quantité de glutamine. Et en plus de ça, les organes qui étaient auparavant des organes consommateurs principaux de la glutamine, qui sont les intestins, eh bien, ils vont réduire leur consommation de glutamine. Et le consommateur principal de la glutamine devient la tumeur, la lésion cancéreuse. Bah oui. Donc, en gros, en fait, les poumons, les muscles, qui sont des consommateurs principaux, et même y compris le foie et les reins, vont produire de la glutamine pour le compte de la tumeur, pour le compte du cancer, en fait. Et d'où l'importance ici de l'activité physique. Parce que quand tu fais de l'activité physique, tu vas réduire le pool de glutamine qui est produit dans les muscles et dans les poumons. Et ce qui fait que tu vas donner beaucoup moins de glutamine à la tumeur. Et ça va dans le sens de ce que tu disais. En tout cas, ça complète ça. Donc, l'activité physique, elle est essentielle. Et surtout, comme tu disais, les activités physiques, notamment, et surtout la marche, puisque la marche, c'est une activité physique standard que tout le monde peut faire. Les activités physiques aérobies, qui vont augmenter le métabolisme des fibres musculaires rouges, qui sont les fibres musculaires qui présentent le plus de mitochondries et qui font le moins de fermentation, contrairement aux fibres musculaires blanches, qui, elles, sont plus grosses, 10 fois plus grosses, et qui contiennent beaucoup moins de mitochondries. Donc ça, c'est très intéressant, le facteur activité physique chez le cancéreux, mais pas que, chez celui qui se traite pour ce genre de problèmes intestinaux, celui qui a une histamine élevée, celui qui a un traitement de régénération. Donc ça, c'est extrêmement important à souligner. Donc l'activité physique est très importante, oui, tout à fait. Donc voilà, parce que en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui sont dans la pathologie inflammatoire, histamine, diabète, tout, l'exercice physique, vraiment le modéré, il faut même pas faire intensif. C'est ça, ça va changer et ils ont les gros muscles. En fait, il y a un développement chez certains des gros muscles qui sont, en fait, c'est pas toujours qu'ils sont gras, mais il y en a qui ont des gros muscles, donc qui donnent ce corps qui est très développé. Et quand on travaille la marche beaucoup, et tu vas voir, avec les années, ils deviennent plus fins. Ceux qui ont commencé tôt, ils voient vraiment l'évolution vers un corps qui est plus, une silhouette qui s'affine et tout. Et donc, la marche, c'est vraiment celui-là qui va oxygéner et des stamines, c'est celui qui donne la bronchoconstriction. Et donc, à ce moment-là, il aggrave encore la situation. C'est pour ça que je dis, s'il y a un qu'il faut calmer en premier avant de faire votre traitement, c'est celui-là. Parce que on doit traiter, on doit diminuer les bactéries, voilà, la prolifération, ça doit la faire. Mais il faut d'abord calmer. Et donc,
ce que tu viens de dire là, c'est très important pour la glutamine qu'on a beaucoup utilisée. Et il y a beaucoup de patients qui ont eu des problèmes avec ça. Et en plus, avec la nutrigénétique, on a la voie de la CBS qui travaille Tout à trop. fait. Voilà. Mm. Donc, on a de plus en plus de patients qui ont une CBS qui va vite et ils ont plus de glutamate. Et ils se réveillent la nuit. Ce que j'ai remarqué, ce sont des gens qui se réveillent la nuit avec vraiment des sensations de douleur à la poitrine et tout ça. Mm. Et donc, parce qu'il fabrique plus de glutamate qui aura cet effet excitateur et qui Mm. les rend malades. Et donc, parce qu'ils n'arrivent pas à oxygéner correctement et pouvoir utiliser correctement ce neurotransmetteur. Et ils auront beaucoup de sulfite. Et de Exactement. plus, oui, et puis de plus en plus, on le voit, hein, ils sont vraiment sensibles à ail, oignon, échalote, et il faut réduire la quantité de protéines. Parce qu'en Ouais. fait, beaucoup de personnes sont devenues végétariennes. Quand tu regardes bien l'histoire, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas, ils étaient très sensibles aux protéines animales, mais n'avaient pas compris pourquoi. Parce que ils sont souffrés. Donc c'est la cystéine. Ouais. Et tu Ouais. veux, Ouais. et donc comme ils ont une CBS rapide, ils se sont rendus compte qu'en fait, quand ils mangeaient des protéines animales, ils avaient des problèmes de santé. Et que quand ils avaient arrêté, ça disparaissait. Mais c'est parce que la CBS est rapide. Et donc, ils ont trop de sulfite et de glutamate que Que de de GABA ou de sulfate, tu vois. sulfate. Ouais. Et tu vois, ils ont peu de glutathion. Vraiment, ils ont peu de glutathion, mais ils ont la voie de taurine, sulfite et glutamate qui fonctionne bien. Donc, il y a cette catégorie de personnes qui produisent l'histamine de par le glutamate et de par et les sulfites, en fait. Et le Tout à fait. molybdène, c'est un oligo-élément qu'on a oublié, le molybdène. On n'en parle pas beaucoup, le molybdène. Oui, Et il est important. Oui, c'est un cofacteur de la sulfite oxydase. Et donc, cette voie-là, donc quand je fais le régime, donc, ils réduisent la quantité de protéines animales. Ah ouais, oui, tout à oui. fait. Et beaucoup sont dans le paléo. Beaucoup sont dans le paléolithique. Et le paléo Mm. contient plus de protéines animales. Et ceux-là commencent à avoir des problèmes de brouillard mental, des trucs qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'on a Mm. changé en voulant bien faire. Mais cette famille-là, ces gens-là, ils ont eu des soucis de santé liés à l'excès de protéines animales qu'on a donné. Donc, donc beaucoup dans le démarré d'histamine. Parfois, il faut réduire la quantité de protéines animales aussi. Ouais. Et il faut surtout aussi veiller, bon, en réduisant la quantité de protéines animales, il faut aussi en même temps veiller je pense, à un statut protéique suffisant, puisque tu Oui, parlais tout à l'heure oui. d'albumine, de préalbumine. Donc, Voilà. c'est aussi un facteur inflammatoire quand on a un déficit protéique. Ah, Donc, enfin, il faut remplacer un petit peu et surveiller aussi, je pense, le statut protéique, je pense. Et mhm. dans le même sens, en fait, quand je disais tout à l'heure que une régénération bien faite et bien équilibrée, bien sûr. Après, on avait discuté du fait de stopper l'histamine, de diminuer l'histamine, de travailler sur le terrain, de détoxifier, de diminuer le stress oxydatif, de travailler sur les habitudes, etc. Et donc là, on pourrait, à ce moment-là, donc, après donc ce travail-là, réfléchir ou introduire la régénération du microbiote, de l'intestin, du mucus. Ouais. Donc là, on pourrait refaire le travail, mais je pense, comme tu le disais, je pense qu'il faut que ça soit toujours alterné. C'est-à-dire que à un moment donné, on va lancer la régénération d'intestin et du microbiote, mais même si on a opéré des changements, etc., je pense que il va y avoir toujours cette problématique d'histamine qui va se reposer à un moment donné, et il faut faire des rappels je sais pas, une semaine, 2 semaines à chaque fois Oui, pour pour pouvoir rediminuer l'histamine parce qu'à chaque fois ça monte. Et parfois je pense que c'est métabolique. Hein, mais ça dépend bien sûr de la quantité d'histidine et d'histamine qu'on absorbe, mais ça dépend aussi de la vitesse à laquelle l'histidine décarboxylase fonctionne aussi chez fonctionne. la personne elle-même. Donc je pense que en stimulant donc la régénération, il faut veiller à ce que ça soit équilibré. Donc l'activité physique participe à ça, avoir suffisamment d'oxyde nitrique, donc équilibré par l'oxyde nitrique, hein, donc polyamine équilibré par l'oxyde nitrique. Aussi, on a par exemple le précurseur immédiat de l'oxyde nitrique, c'est l'arginine. Ouais. Donc on a aussi l'arginine. Et puis on a tout le reste en fait. On a tu parlais tout à l'heure du Saccharomyces
et d'autres souches aussi pour pouvoir régénérer le microbiote et pour pouvoir pousser un petit peu ces souches qui sont des souches antihistaminiques pour qu'elles puissent compenser ce qu'on a dans le microbiote, et donc des souches qui vont décarboxyler l'histidine en histamine. Donc ça, c'est très important. Les polyphénols aussi sont importants pour pouvoir pour la bloquer microcirculation aussi. Voilà, la microcirculation, l'inflammation, bloquer la libération d'histamine, donc toutes ces choses-là. Aussi pour pouvoir rajouter un effet protecteur supplémentaire par rapport à l'effet des polyamines aussi. Ce qu'on avait parlé l'autre fois, si tu te souviens, on avait parlé d'une cure alternée entre polyamine, polyphénol. Phénol, ouais. Voilà. Le matin. Exactement. Matin polyamine, le soir polyphénol. Donc c'est aussi très intéressant. Et puis on a aussi, il faut pas oublier les cofacteurs qui permettent de dégrader l'histamine. Donc il y a des cofacteurs, il y a les vitamines B, il y a les zinc, la vitamine C. Donc tous ces cofacteurs sont importants. Alors attention à ça, parce que en fait le problème des cofacteurs de la DAO, la B6, on a un souci avec ça, c'est que la majorité des dossiers, si tu veux, pour la méthylation, certains patients ont beaucoup de problèmes de méthylation. Et donc tu as le MTHFR qui va pas, tu as la MTA qui va pas, tu as vraiment un problème, et la CBS, la SWOX aussi, chez la majorité des patients. Et donc, quand tu vas donner les vitamines B, tu vas aggraver les sulfites et les glutamates. Donc, on a vraiment un problème. Ce que moi je dis, c'est qu'on est obligé au début de ne même pas donner de vitamine B. Parce que, en fait, selon ce que tu vas donner, tu vas aller aggraver la voie rapide, parce qu'elle va très vite vers la transsulfuration. Donc, c'est pour ça que mes collègues doivent faire attention à ça, parce qu'il faut regarder vraiment avant de donner les vitamines B, parce qu'elles ont un effet vraiment qui peut être toxique pour le patient, parce qu'il va transformer facilement l'homocystéine en glutamate, sulfite et tout ça, et ne pas être bien. Donc, il faut être prudent, parce que la B9, la B12, c'est intéressant. En plus, il ne faut pas donner, dans ce cas, les B9 simples, il faut donner les B9 activés, la B12 activée, il faut donner la B6 activée, la B2 activée. Voilà, il faut donner les formes actives. Mais si les MTA, si toutes ces voies, surtout la CBS, va trop vite, attention. Oui, tout à fait. La B6, ce qu'il faut pas donner, c'est la B6, justement, parce que la B6 est le cofacteur de l'histidine décarboxylase. En fait, là, tu vas produire de l'histamine. C'est pas le contraire. Par contre, ce que tu peux faire pour méthyler, c'est donner directement du S-adénosylméthionine à ce moment-là. Oui. Ça pourrait être intéressant. Voilà, comme donneur de méthyle, oui, tout à fait. Pour éviter, pour court-circuiter un petit peu toute la voie de la transsulfuration de MTHFR, c'est bien. Donc ça pourrait être aussi dans ce sens. Et aussi ce que je disais tout à l'heure sur la méthylation d'histamine. Ce qui est important, c'est de dégrader l'histamine, ok. Mais aussi, on peut aussi méthyler en même temps. Mais comme tu dis, il faut voir aussi le statut du MTHFR, du CBS, et voir dans ce sens-là. Donc, c'est une possibilité, mais il faut aussi faire attention, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et la voie, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les patients qui sont dans le stress chronique, ils ont les MAO qui sont rapides, si tu veux. Les monoamines oxydases vont très vite. Et quand tu fais les neurotransmetteurs, tu vois que les neurotransmetteurs de départ sont faibles et les métabolites sont fort élevés. Et ils sont dans le stress, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, quand toi, tu as une MAO rapide, et là, ils ne sont pas très bien au niveau dopamine, noradrénaline, même la sérotonine, tous ces voies ne vont pas. Et ces gens-là dérèglent encore le système. Parce que la MAO va vite, et tu as la MAO aussi pour l'histamine. Hein. Tu as la MAO après la méthylation, une fois que tu as méthylé. Après, tu as la MAO qui intervient aussi. Donc, les monoamines oxydases sont aussi à connaître. Parce que parfois, il n'y a pas suffisamment de MAO, elles sont lentes et ça bloque l'enzyme. Et parfois, elles sont rapides et ça dégrade trop vite l'histamine. Et tu vas te retrouver avec des problèmes de peu d'histamine aussi dans la synapse. Tu vois, on peut se retrouver dans différents cas selon les enzymes qui dégradent l'histamine.
Tout à fait, tout Il à y a fait. différents Ouais. modèles, en fait, et il faut bien personnaliser. C'est pour ça que j'insiste, parce que les gens ne personnalisent pas. Et beaucoup de patients pensent que c'est pour tout le monde la même chose. Mhm. Mais c'est difficile. C'est difficile d'avoir le même profil chez tous les patients qui arrivent ici. Ils sont vraiment, chacun, il y a une petite particularité, soit dans la méthylation, soit c'est la DAO, soit ce sont les monoamines, tu vois. Donc, Oui. C'est une complexité de choses. C'est ce qu'on avait ouais, dit au début. C'est très ouais, complexe. Il faut pas aussi oublier la catalase et peut-être aussi la GPX, la glutathion ouais. peroxydase en stimulant le glutathion, Et le donnant sélénium, le sélénium, son cofacteur. ouais. Donc, la dégradation de l'histamine qui produit du peroxyde d'hydrogène, mais aussi la dégradation la voie du catabolisme des polyamines aussi Ouais. donne au niveau des peroxysomes, ça donne aussi du peroxyde Aussi d'hydrogène. Donc, l'hydrogène, oui, ça, oui, tout à fait. exactement. Donc Ouais. la spermine, spermidine, qui sont les polyamines finaux, en fait, et qui sont des bioactifs, sont acétylés. Et du moment qu'ils Tout à sont fait. acétylés, à ce moment-là, le catabolisme commence. Et là, ça donne aussi du peroxyde d'hydrogène. L'hydrogène. Donc, il faut associer la catalase, il faut stimuler la GPX. Et donc ça, c'est aussi important à connaître aussi. Tu parlais aussi, très, très important, extrêmement important, ce point-là, de l'histamine au niveau cérébral. Ouais. Et en fait, à ce que je sais et ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est que l'histamine au niveau cérébral, elle a un rôle qui est assez différent de l'histamine dans le reste du corps, y compris Tout à fait. dans l'intestin. Et c'est voire même opposé. C'est-à-dire si l'histamine au niveau cérébral a en quelque sorte, ou pourrait même avoir en quelque sorte un effet protecteur. Ouais, J'avais vu une étude qui montrait que on avait une molécule qui se formait à partir de l'histidine ou à partir de l'histamine qui s'appelle l'ansérine, donc je Ah, la connaissais pas du tout. nancérine, oui, tout Voilà, à fait. Ah, l'ansérine ouais, qui est ouais. protectrice contre la neurodégénération. Et ce qui est très important à comprendre, parce que au niveau du cerveau, on a besoin d'histamine, on a besoin de plus d'histamine qu'au niveau intestinal, alors qu'au niveau intestinal, Ça inflamme. l'histamine c'est un marqueur d'inflammation. Donc ça aussi, il faut faire, je pense, cette différence. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de données scientifiques pour dire que l'histamine au niveau de l'organisme peut passer la barrière hémato-encéphalique. Je ne sais pas si tu as des données là-dessus, mais je pense que ça ne passe pas, ou ça ne passe pas en tout cas suffisamment. Mais ça crée surtout la perméabilité. C'est le problème de la perméabilité, en Oui, fait. Ça vasodilate, ça crée une vasodilatation et tout à fait. tu auras l'entrée des molécules qui ne devaient pas passer. En fait, c'est ça le problème de l'histamine. C'est de créer il crée l'œdème, si tu veux. Il va créer l'œdème et donc c'est pour ça que les femmes hyper-œstrogéniques, si tu veux, elles ont de l'histamine beaucoup plus élevée et elles ont souvent des migraines et comme de l'hypertension intracrânienne, tu vois, alors que l'histamine dans la synapse n'a pas le même effet. L'histamine dans la synapse, ça crée l'éveil. Tu vois, Oui, oui. t'es toujours en éveil et quand elle tombe, tu tombes. C'est-à-dire que tu n'as plus rien, tu as l'impression que tu es mort, t'as plus de mouvement, tu es comme paralysé en fait. Donc l'histamine dans la synapse a un effet dans l'éveil, dans la concentration, mais en excès, avec l'histamine décarboxylase des neurones, ça crée ce qu'on appelle le syndrome de la Tourette. Oui, Ah tout oui, à fait. mais là c'est quand l'histamine décarboxylase travaille trop. Alors là, elle va créer des mouvements non coordonnés avec des réflexes de tout et autres qui sont parfois embêtants dans le quotidien. Et donc l'histamine décarboxylase, celle-là aussi, je la repère aussi, tu vois. Parce qu'il y a des TOC liés à ça, en plus des troubles de l'attention, tu vois. Donc, on a Mhm. besoin de l'histamine au niveau cérébral, mais elle crée des troubles d'attention avec des TOC. D'accord. Tu vois, Oui, oui, oui. voilà, celle-là est différente, hein, mais elle existe. Mhm. Et oui, et ils Oui, n'ont oui, pas tout des à problèmes fait. digestifs, hein, ils n'ont pas des problèmes digestifs, tu l'as pas, ils n'ont Mhm. rien, tout ça, mais ils ont vraiment trop d'histamine dans la synapse. D'accord, oui, j'avais trouvé aussi autre chose par rapport à la DAO justement, Mm. parce que à un moment donné, je m'étais penché sur la structure moléculaire de la DAO elle-même,
tu vois. Et dans la DAO, ce que tu as, c'est il y a une molécule qui ressemble un petit peu au PQQ, la Oui. pyréloquinone, quinine-quinone, qui s'appelle la topaquinone. Et Ouais. il se trouve que c'est dans la structure moléculaire elle-même de la DAO elle-même. Oui. Et il se trouve que la PQQ pourrait augmenter donc la quantité de la topaquinone qui va faire partie de la DAO. Donc, à une Ok. piste à étudier. Donc, il n'y a pas de, enfin, il y a pas encore d'études qui montrent ça clairement, mais bon, ça pourrait, je pense, aller dans ce sens-là Ouais, aussi. ok. Moi, j'utilise le Ouais. lidobenone, qui est D'accord. aussi, oui, au niveau cérébral, c'est pas mal. Ça, je le prends pour l'instant aussi, pour voir de PQQ plus lidobenone, lidobenone, voilà. Ah Et oui, la oui. naringine. Donc, moi, ce que j'ai Mm. fait, parce que j'avais des tocs que je savais pas, dont j'avais ça tout le temps, mais personne m'avait dit ce que c'était. Et donc, moi, j'ai pris Mm. de naringine, si tu veux, avec le mangoustan, le Garcinia D'accord. mangoustan, Ouais. Ouais. lidobenone et le PQQ. Et moi, j'ai vu disparaître ces mouvements au niveau de la gorge, de gratter, de vraiment des Oui. mouvements. Mais t'as ça tous les matins, c'était horrible. Et maintenant, c'est fini. Mhm. Spontanément, D'accord. voilà, lié au changement de température. Mhm. C'est juste mettre le pied au sol, réaction immédiate. C'était vraiment comme ça, des trucs où une odeur Ouais. qui te dérange, paf, et tu réagissais et c'est fini. Tu te dis, mais la seule chose que j'ai pris, c'était travailler sur l'histidine des carboxylase. D'accord. Donc ça, Ouais. c'était dû à un excès d'histamine. L'histamine, mais liée à l'histidine des carboxylase, tu Oui. vois. Ça n'a pas Oui, lié à bien sûr. l'alimentation. L'alimentation n'a Oui. rien fait à ça. Quand c'est rapide, ça donne plus d'histamine et ça donne ce genre de Oui. manifestation-là. Oui. Oui, oui. Et Oui. tu te dis, mais qu'est-ce qui a changé? Ben, je ne vois que ces trucs que j'ai pris depuis mi-septembre. Et ça a changé. Oui. Donc, l'histidine des carboxylases, elle est très importante. On l'oublie, on parle tout de la DAO, mais en tout cas, mais au niveau cérébral, il n'y a pas de DAO, hein. Au niveau cérébral, c'est que la Oui, méthylation. oui, il n'y a pas de DAO. Et C'est même quand on en prend, ça ne passe pas, pas la apparemment, barrière. la barrière Ouais. hémato-encéphalique. Oui, Non, tout à non, fait. ça passe pas. Et au niveau cérébral, tu as Ça passe aussi pas. une piste dans ce sens-là. Tu as la bêta-alanine Ah oui, qui se lie avec la l'histidine pour donner la carnosine. tout Et à donc, en fait. quelque sorte, tu puises avec la bêta-alanine, tu puises dans le pool de l'histidine au lieu que cette histidine va former de l'histamine, ben, elle va former de la carnosine. Mais par contre, j'ai discuté avec Salva. Donc, Mhm. Salva m'a envoyé les produits. Et Oui, moi, j'ai eu une réaction globale du corps. d'accord. Ah oui, j'ai eu c'est comme une brûlure de tout. C'est-à-dire, c'est quand on te dit que comme si ton corps, je sais pas à expliquer, mais tout. Mhm. J'étais ici assise, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est vraiment un truc, je n'étais pas au C'était un courant, donc flush tu vois. d'histamine, je crois. Mais vraiment, tout le corps. Mhm. D'accord. Et oui, C'était la bêta-alanine, c'est oui, ça? oui, j'avais pris pour tester, j'ai D'accord. pris deux en une fois. Bon, peut-être j'exagère souvent, mais bon, enfin, bref, voilà. J'ai pris deux Mhm. en une fois, mais après, je lui ai promis, j'ai repris le lendemain, c'était moins, mais après, je n'ai plus osé parce que je voyais que moi, ça ne faisait pas ce bien, tu vois, que moi j'aurais pu avoir avec. Ouais. Est-ce que c'est un excipient? Parce que parfois aussi, les excipients du mélange aussi, hein, Ah ouais, comme nous sommes complètement. Mhm. intolérants à beaucoup de Complètement. choses. Peut-être, ouais. Oui, je me suis posé la question si c'est pas les récipients. Donc, ça, je vais Peut-être. retourner voir Salva pour ça. Peut-être c'est les récipients parce que c'est, oui. Peut-être. Mhm, Parce que ouais. normalement, ça devrait, la bêta, sauf s'il y a une voie métabolique qu'on ne connaît pas et qui n'est pas Oui, que moi j'ai référencée dans choisi, les que mon bases de corps a données. choisi. Oui, Voilà, peut-être, ouais. sauf excepté cela, normalement la bêta-alanine devrait se lier à Non, non, tout à l'histidine fait. Ouais, pour donner de la carnosine. Donc tout à fait. voilà, c'est aussi des pistes, hein, parce qu'on lance des pistes ici, hein. Il n'y a pas Mhm. vraiment de solution concrète définitive. C'est des pistes qu'on Non, mais lance et on c'est explore. Ouais. intéressant. Franchement, c'est intéressant. Mais chez moi, je me dis, il y a autre chose. C'est pour ça qu'on va discuter un jour de ça entre nous pour voir un peu
qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je me suis dit, je dois la refaire, mais je pense que je vais discuter avec toi pour voir un peu comment on peut l'orienter pour les patients, parce qu'au niveau biochimique, c'est comme ça que ça doit fonctionner, en fait. Tout à fait. Ouais, Oui, oui. ouais. Il y a C'est quelque ça, chose oui. d'autre qui chez moi que je dois voir, en fait, mais c'est pas moi toute seule, il faut que quelqu'un regarde pour moi. Oui, c'est ça. J'avais une question pour Amine. Oui, Oui, Une question pour Amine. En fait, bon, je pense que tu as un peu parlé de la glutamine tout à l'heure et que tu as laissé un peu sur la fin, peut-être certaines personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez bossé un peu sur des alternatives voilà. oui, oui, les alternatives, c'est ce que j'avais expliqué en moins en partie. On a l'ornithine qui est l'ornithine qui est le précurseur de la putrescine. Donc, Ouais. la voie métabolique, c'est ornithine, putrescine, spermidine, spermine. Et donc, il y a l'ornithine, puisque de toute façon, une partie de la glutamine qu'on donne, à peu près 14-15%, finit en ornithine. Et puis, en même temps, pour ne pas déséquilibrer, parce que c'est ça le problème de la glutamine, c'est que ça déséquilibre complètement le processus de régénération, parce que ça ne produit que de l'ornithine. Donc, on a aussi l'arginine. Alors, certains vont me dire que l'ornithine se convertirait en citruline, qui elle-même se convertirait en arginine. Et à ce moment-là, même avec la glutamine, on obtient aussi de l'arginine. Ce qui est vrai, mais il y pas a au beaucoup niveau de de voies. l'intestin. Voilà. Pas au niveau de l'intestin, parce que l'ornithine, qui va se convertir en putrescine, bon, en partie. L'autre partie de l'ornithine donne de la citruline. Donc, tout Qui ça, on est dans ressort, l'intestin, hein, voilà. Et puis, cette citruline, pour qu'elle puisse se sort. convertir en arginine, doit sortir de l'entérocyte de l'intestin pour regagner la circulation sanguine, pour arriver au niveau du rein. Et c'est uniquement, je dis bien uniquement, donc les enzymes qui convertissent la citruline en arginine, c'est uniquement au niveau du rein que ça s'exprime. Et à partir de là, donc quand on obtient l'arginine, on obtient aussi de l'oxyde nitrique à travers cette arginine. Et ce qui va, disons, les cellules qui vont capter cet oxyde nitrique, c'est principalement à plus de 80% des macrophages, bon, ce qui est tout à fait normal parce qu'on en a besoin pour détruire ce qui est phagocyté, pour créer du stress nitrosatif, et aussi le foie. Et donc ça, il reste une toute petite quantité qui sera disponible pour tous les autres organes, y compris l'intestin. Donc, en gros, quand on donne de la glutamine, on obtient suffisamment d'ornithine pour avoir la putrescine et les polyamines pour stimuler la croissance, mais on n'obtient pas suffisamment d'oxyde nitrique. Bien sûr, le corps a des réserves d'oxyde nitrique, c'est clair, mais il a aussi des réserves de polyamine. Donc, quand on déséquilibre, quand on donne de la glutamine et qu'on déséquilibre cet équilibre entre polyamine et oxyde nitrique, ça crée cette problématique d'augmentation du risque de cancérogénèse. Donc, l'alternative pour répondre à ta question, c'est on avait conçu, donc dans ce sens-là, le produit qui va sortir prochainement, donc ornithine, arginine, plus voilà, plus avec des cofacteurs en plus, donc soit pour l'oxyde nitrique, soit pour les polyamines. Et puis aussi, surtout, ce qui est très important, c'est que on avait pensé, comme l'avait expliqué du moins en partie Lucie, on avait pensé à une approche intégrative, c'est-à-dire pas on va régénérer la barrière intestinale et c'est fini. C'est dans l'intestin, on a plusieurs composantes. On a le microbiote, on a le mucus, on a la barrière intestinale, on a le système immunitaire, et puis on a toutes les interactions avec l'histamine, avec le nerf vague, avec tout ça. Et donc, on avait pensé que déjà, il fallait un probiotique adapté. Donc, en plus de ça, en plus de ce qu'on propose là comme alternative avec glutamine, il fallait aussi travailler sur l'histamine. Donc, il fallait aussi autre chose qui permettait donc de réduire l'histamine, notamment pour dégrader l'histamine, donc la DAO. Aussi tout ce qui est pour méthyler l'histamine aussi. Voilà, certains cofacteurs aussi. Il fallait aussi, donc le probiotique, j'en avais parlé aussi. Et il fallait aussi des molécules protectrices. Donc, des molécules protectrices contre l'inflammation, contre aussi un éventuel effet qui pourrait découler de la stimulation de la croissance. Donc, ce qu'on avait parlé tout à l'heure de
la cure alternée entre polyamine, polyphénol. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose disons, de global qui intègre plusieurs choses, plusieurs voies, plusieurs facteurs. Voilà. Donc, au-delà du fait qu'on va régénérer l'intestin, ben, il faut d'abord, comme tu l'as expliqué, diminuer l'inflammation, diminuer l'histamine, travailler sur le microbiote, ce que, comme tu fais, Christophe, voilà, donc tout ça. Donc alors, voilà un petit peu. Il y a un truc que tu as dit, donc, dans le produit, il y a la lysine, tu vois, parce que la lysine, elle donne la cadavérine. Hein. Exact. La lysine donne la cadavérine, qui est une diamine. Et donc, tu as deux diamines, la putrescine et la cadavérine, qui sont les premiers éléments que la DAO va détruire. Parce que la DAO, l'histamine, vient après la cadavérine et la putrescine. Elle n'est pas prioritaire, l'histamine. Hein. Donc, quand tu as trop de putrescine, de cadavérine, l'histamine reste en suspens. Parce que la DAO va détruire d'abord ces deux-là avant de détruire l'histamine. Donc, c'est pour ça que la démarche de dire d'enlever d'abord l'histamine en premier est très importante. Parce que si tu veux vraiment travailler les polyamines et revoir un peu le système, il faut d'abord que l'histamine soit un peu plus réduite. Et ce qui est très important, ce que tu disais tout à l'heure, de faire à chaque fois des rappels, tu vois, d'une semaine par mois, par exemple, pour réduire l'histamine. Ça, c'est extrêmement important. Oui, il faut faire une semaine par mois. Voilà, c'est très important, parce que même, quelle que ce soit la démarche qu'on va entreprendre pour régénérer l'intestin, le microbiote, bah, il y aura toujours donc la stimulation de ces voies métaboliques. Et donc, ces voies, il est clair qu'ils augmentent l'histamine. À un moment donné, il faut revenir encore sur le fait de travailler sur l'histamine. Et donc, la lysine, il n'y a pas que la lysine d'ailleurs, il y a aussi, ça j'avais oublié, parce que au départ, j'avais dit que les polyamines étaient synthétisés à la fois par la barrière intestinale, donc les entérocytes, mais aussi par le microbiote. Et dans le microbiote, on a plus de possibilités, justement. Parce que dans les entérocytes, on a la putrescine et qui vient de l'ornithine, et puis ensuite ça donne la spermine, la spermidine. C'est la seule voie qui s'exprime suffisamment au niveau des entérocytes. Par contre, au niveau du microbiote, on trouve de tout. On trouve cette voie, donc l'ornithine convertie en putrescine. On trouve aussi la cadavérine à partir de la lysine qui elle-même donc la cadavérine va finir en putrescine. Et on trouve aussi la gmatine. La gmatine qui provient de l'arginine et qui, elle aussi, se convertit en putrescine. Et donc, c'est pour ça que le fait de régénérer, en fait, c'est très important, le fait de régénérer la barrière, régénère aussi l'intestin, plutôt le microbiote, mais il faut aussi, comme tu disais, il faut avoir déjà fait le travail sur le microbiote, avoir déjà détruit les bactéries pathogènes, les virus, etc. Voilà, pour ne pas régénérer justement ces bactéries pathogènes. Ce serait bien de faire ça. Et le jeûne, parce que à part même le jeûne intermittent, le fait de faire même 3 jours vraiment d'extraction de jus de légumes, pas de fruits, hein, d'extraction de jus de légumes pendant même 3 jours, hein, de vraiment, même 48 heures, même simplement faire ça, ça permet vraiment de changer régulièrement le microbiote. Donc, il faut vraiment que les gens, même si c'est 5 jours d'un jeûne intermittent, et prendre 2 jours, même ne serait-ce que pour l'extraction de jus de légumes, sans fibres. Oui, voilà, ça va aider vraiment. Vous faites ça toutes les semaines pendant 6 mois, vous allez voir qu'il y aura des changements qui vont se mettre en place au niveau de la flore et moins de gaz, de ballonnement, et faire des cures d'antibiotiques peut-être après 3 mois. Et puis après, sur une année, vous allez avoir un terrain qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus stable, et surtout que le cerveau, il aura bien compris. Ça, on laisse le temps qu'ils comprennent que vous êtes en train de changer et que vous ne voulez plus retourner comme avant. Ça, c'est un élément qui va être important pour le patient. Parce que là, nous, on ne sait pas jouer. Hein. Ça, c'est le patient qui doit mettre en place, je insiste toujours, vous avez dit, je me répète, ça c'est vrai. Donc, sur le coaching, sur tous les messages contraignants qu'on a reçus de la bonne alimentation, alors qu'il n'était pas une bonne alimentation. C'est vraiment... Tu as l'air fixe, là. Tu vas bien? Tu es avec nous? Oui. Non, il n'est pas avec nous là. Si, ça c'est bon, hein. Non, il nous entend plus là. Aïe. Il est figé. Amine est figé en fait.
Voilà, Ah, donc, oui, j'avais oui, pas compris. J'avais pas non, compris. D'accord, oui, effectivement, bah, ça va peut-être. Hop, oui, Amine a été ça va. figé, il va revenir. Il y a À eu un mon avis, il va problème revenir. de... Il va revenir. Oui. Ouais. Non, mais tu Ouais. vois, c'est vraiment important la discussion qu'on a avec Amine. La diversification, finalement, au sein même d'une semaine Oui. de la stratégie. Ouais. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Et c'est pour ça que j'insiste toujours avec le patient pour lui dire, c'est lui qui a le rôle, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui va mettre en place les stratégies. Et une fois qu'il a bien compris là où il faut travailler, il va voir les thérapeutes qui l'accompagnent, tu vois. Mais il va être Ouais. l'élément central de sa propre transformation. Ça, c'est vraiment la clé. Et en fait, quand il va te voir, il sait déjà qu'avec toi, on va travailler le line, tu vois. Il sait qu'il vient telle période, on va travailler ici, tu vois. Mais il sait, il organise, il structure et il met en place. Et c'est là qu'il va mieux réussir sa thérapie. Et c'est sur le long terme, ce ne sera pas sur le court terme. Enlever les métaux lourds, hein, les perturbateurs endocriniens, toutes ces choses que nous on sait aujourd'hui, ça il faut travailler. Et les polyamines, on a oublié parce que dans la régénération, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes qui ont l'histamine ont des problèmes de tissu conjonctif. Ouais. Or, le tissu conjonctif, c'est la charpente. Donc, il y a les hernies hiatales, il y a les problèmes de ligaments, il y a les problèmes de ménisques et tout ça. Donc, quand la charpente est inflammée, il faut aussi qu'elle soit solidifiée pour que la muqueuse s'installe bien. Donc, si tu as une membrane, donc les fibres ne sont plus de qualité parce qu'elles ont été attirées, voilà, il faut renforcer ça. Donc, c'est pour ça que l'IGF-1, toutes ces molécules nous aident à voir à quel stade se situe le patient. Et la vitamine A qui est très importante pour les muqueuses, donc il faut vraiment aider par rapport à ça. Et ça, c'est un élément aussi important. Le fucose aussi, parce que voilà, il est là. Mon ordinateur s'est éteint. Bon, Mais oui, comme on s'est ça. vu, on s'est dit, on le Oui. regarde, il est figé. Mon ordinateur s'est éteint, juste comme ça. Oui, oui, On voilà. parlait du tissu conjonctif, de l'importance du tissu conjonctif. Voilà, je disais que c'était important le tissu conjonctif. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes dans l'histamine qui ont les tissus conjonctifs qui sont touchés. Donc, il y a la hernie Oui. hiatale, tu vois, la hernie hiatale, et il y a l'aorte, les tissus Oui. des vaisseaux sont fragilisés, ils ont les Mhm. problèmes de ligaments, de tendinite, de ménisques. Tous ces gens qui ont ça, Oui. ils ont les tissus conjonctifs fragiles. Et donc, dans la Tout à fait. régénération, il faut régénérer sur un système qui est devenu solide. Donc, c'est pour ça qu'il faut les aider à solidifier le tissu conjonctif, parce que ça, on l'oublie, le silicium, c'est important. Mhm. Donc, Ouais. voilà. Oui, et le Oui, collagène aussi? Tu oui, mettrais dans le oui, collagène aussi? sur le silicium, collagène, pour renforcer, c'est vraiment important de renforcer les tissus conjonctifs. Et c'est sur ce tissu-là que vous aurez les glycosamines, toutes ces choses-là qui vont aider à la membrane, au mucus, avec la vitamine A, qu'on oublie Oui. toujours, parce que la Oui. vitamine D, c'est intéressant, mais la vitamine A, c'est elle qui va vraiment aider dans la muqueuse et son immunité. Et en plus, le fucose, qui va aussi aider. Oui. Parce qu'une fois qu'on a fini la membrane, le fucose vient s'installer au-dessus. Voilà, donc tu vois. Donc, Mm. c'est important donc, dans tout ce processus que les étapes, la structuration du tissu conjonctif, il ne faut pas l'oublier. Parce que le silicium, le collagène, c'est important pour renforcer les tissus qui sont abîmés par l'histamine. Tout à fait. Le silicium, le collagène, sont grosso modo les Glycosamine. glycosaminoglycanes, Oui, voilà. donc notamment ce qui est glucosamine, chondroïtine, kératane, donc tout ça. Donc c'est des constituants du tissu conjonctif qui sont très importants, oui. Et il y a aussi, est-ce que vous avez des pistes pour stimuler la production de mucus? Moi, je sais que, par exemple, la phosphatidylcholine aide à la stimulation de la production du mucus parce que ça en fait partie. Donc, la plupart des phospholipides dans le mucus, c'est de la phosphatidylcholine. Est-ce que vous avez d'autres pistes? Moi, Oui. je mets du krill d'office et la vitamine A. Moi, je mets vraiment ces deux-là. Mais tout ce qui est glycosamine, hein, tout ce qui est glucosamine, chondroïtine, toute cette voie-là peut aider les patients. Ça, c'est vraiment. Mais il y a un produit chez Super Smart, mais je ne sais pas si vous l'avez. Toi, tu connais Christophe pour les mucus, là, pour tout ce qui était génération. C'est Super Smart qui avait ça, mais j'ai pas le nom en D'accord. tête.
Il y a un mélange, Mhm. il faudrait que tu vérifies un peu tout ce qu'ils ont mis là-dedans. Mais moi, Mhm. pour l'instant, je n'utilise pas. Je ne peux pas dire Mhm. que je maîtrise. Non, je ne maîtrise pas. Je ne peux pas m'avancer. Même de ma Mhm. base, c'est glucosamine, chondroïtine. Il y a un produit intéressant, c'est Skin Pro. Skin Ouais, Pro, ouais, ouais, ouais. c'était Rejuvenal qui avait ça dans le temps, mais maintenant ils ont du mal à trouver des produits. Nutrilogics l'avait à un moment donné, et donc Skin Mhm. Pro, c'était un mélange vraiment de tout ce qui est pour le tissu, la peau, le tissu conjonctif, c'était pas mal. Il y a Mhm. du silicium, il y a des peptides, il y a tout dedans pour vraiment Ouais. régénérer. Et c'était un pot qui était très complet. Ça coûtait même cher, ça coûtait 120 euros le pot, mais tu voyais la différence dans la structure de la peau. Ouais. Ouais. Il y a, Un peu dans il la y a même des idée que- phytocéramides aussi, je pense. Oui, Voilà, tu ça, il disais, y avait Christophe? dedans. Non, je disais un peu dans la même idée que Crineo pour les cheveux. Ouais, voilà, Ouais, tout tout à ce qui fait. est, voilà, Très tout ce qui Ouais, est, oui. Mhm. Ouais. Il faut ouais. pas Par oublier contre, faut faire ça, il faut pas attention aux oublier. excès de. Et il paraît qu'il faut faire attention aux excès de sélénium, par contre, avec Crineo, et dans certains cas, il faut faire attention. D'accord. Ah. Ok. Ouais. Donc, il faut régénérer Euh, après. En régénérant, c'est ça que je dis, il faut que le hmm, tissu soit renforcé, tu vois, parce qu'il a été fragilisé, tu vois. Il faut exact. renforcer la matrice, ça c'est vraiment important. Donc, tout ce qui est dans le cheveu, ongles, de toute façon, on le voit. Dès que les ongles commencent à aller mieux et que la peau devient plus douce, tu sais que la membrane va déjà mieux. Je pense que Exactement. s'il Tout y a à un fait. truc que vous C'est pouvez lié. repérer, la peau, les ongles. Ouais, c'est ça. Et Ouais. d'ailleurs, ça me fait penser au MSM, qui est parfois Oui, oui. Ouais. étonnamment efficace pour. Ça joue à la fois sur le fonctionnement du foie, mais aussi surtout sur la régénération de certains tissus. C'est vrai. Oui, oui. C'est une bonne source de soufre. Et donc, tout ce C'est qui ça. est une Donc, bonne source de soufre, voilà. ça aide à la régénération. Oui, tout à fait. Ouais, le Oui, oui. MSM, ouais. Ouais. Hmm. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, mais voilà. Oui, Oui, tout à voilà. fait, Hmm. tout à fait, tout à fait. Mais il faut cibler, hein. Mais en tout Ouais. cas, la régénération, il faudra penser aux polyamines, mais il faudra penser à la structure Ouais, ouais, ouais. de tissu et les membranes dessus. Et je pense que là-dessus, les entos aussi vont mieux fabriquer maintenant les polyamines parce que tout se remet. Et là, en plus de ça, le Saccharomyces boulardii, il Hmm. améliore les enzymes. Il Ouais. améliore la production enzymatique. Donc, je me dis, c'est pas mal. Je pense que si on va pas à pas en synergie et que les gens sont conscients des étapes, je pense qu'ils vont réussir leur thérapie. Voilà. Ouais. Bien sûr, oui, oui. C'est vraiment la résolution d'une équation complexe. C'est un système complexe et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Oui, c'est Ouais, vrai. non, il y Ouais. a du travail. Je pense qu'on aura encore d'ici un mois quelque chose ensemble. Oui, c'est clair. Ouais, parce que là, il est 20h30. Je pense Ouais. que il y a peut-être des questions. Je vais regarder parce que ici, je vois qu'il y a des choses, mais il y a juste une patiente ici qui nous dit bonsoir, que penser des propos des spécialistes du SAMA qui disent que le taux de d'histamine ingéré n'est absolument pas aussi néfaste que celle libérée par les mastocytes, taux plus important, donc il n'est pas nécessaire d'enlever les aliments. Sur cette réponse-là, je travaille tout le temps sur l'histamine et je sais ce que les patients disent après. Voilà. Ceux Mm. qui répondent bien aux aliments, on le voit dans leur quotidien. Il y en a qui ont du mal à répondre parce qu'ils ont du mal à enlever les aliments tous les jours. Ça, c'est un autre problème. C'est un problème d'accoutumance. Voilà, il y a des décisions à prendre, c'est pas facile. Mais ceux qui le font bien, ils peuvent vous le dire. Franchement, on peut même mettre tous ces patients ici. Ils vous diront que ça les aide beaucoup. Donc, travailler l'alimentation. Et je suis désolée pour beaucoup de patients parce que il y en a qu'on a mis en psychiatrie, soit disons que ils dérangent et que les aliments n'ont rien à voir. Et c'est dommage pour ces patients-là de les traiter de psychotiques parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui, la famille ne les traite comment on appelle ça, de psychiatriques, oui, Mm. qui doivent manger comme tout le monde, alors qu'ils ne peuvent pas. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. Arrêtons de dire aux gens qui sont psychotiques, psychiatriques et les interner, alors que ces gens ont vraiment des problèmes de réaction. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Attention à ce qu'on fait. Les aliments, les gens qui ont arrêté, ils le font bien, ils voient la différence. Ceux qui n'ont pas envie de changer, c'est leur droit et je le respecte aussi, mais respectons quand même ceux qui ont envie de changer et qui voient des changements. Moi, je l'ai fait pour moi, je me sens heureuse, je suis bien et c'est pour ça que j'essaye aussi d'apporter à certains et ils vont très bien aussi, ceux qui le veulent. Et je sais qu'il y en a qui ne veulent pas et je le respecte aussi.
Mais voilà. Mais en tout cas, vous êtes libre, chaque patient, de décider de changer. Vous n'êtes pas obligé de demander l'avis de quelqu'un, même sans moi, vous pouvez changer. Il y a des patients qui sont venus ici, ils ont changé avant de venir. Et ils savent qu'ils vont beaucoup mieux depuis qu'ils ont fait des changements. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui pour l'histamine. Chaque personne sait ce qui va et qui ne va pas dans sa vie. S'il fait des changements, il va mieux. Je demande l'avis de personne parce que je vais mieux. Voilà. L'alimentation, c'est un point qui ne demande pas de médecin. Quand vous mangez, vous grattez, vous arrêtez, vous grattez pas. Je n'ai pas besoin d'un médecin pour ça. C'est moi, je m'écoute. Donc, pour moi, je suis désolée. Je pense que de ce côté-là, c'est le patient qui doit prendre ses propres décisions. Voilà. C'est ce que je peux dire pour ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah non, ça, c'est juste entre les gens, entre eux. L'adénonie, une étude assez a retrouvée chez les SAMA en détournement de la voie de sérotonine et produit la kynurénine qui peut être inhibée par la kétamine. Ha 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 ha. Là. Moi, je ne pourrais pas te répondre parce que la kétamine, moi, je n'utilise pas. Je l'ai utilisée dans les urgences. Mais comme ça, en routine, moi, je ne peux pas l'utiliser. Donc, ce sont des patients qui doivent être suivis par les spécialistes parce que c'est des médicaments quand même qui sont à risque et il faut être suivi pour ça. Donc, la kynurénine, nous le voyons en nutrition, hein, dans l'inflammation et tout ça. Donc, on travaille là-dessus, mais en général, moi, ce que je dirais, c'est que si vous êtes suivi par des spécialistes, voilà, et que votre traitement vous va, moi, je ne change pas. Mais en tout cas, quand il y a de l'inflammation, quand il y a de la dysbiose du microbiote perturbé, la kynurénine augmente. Et la vitamine D, c'est très intéressant pour ça. Le krill, c'est intéressant. Tout ce qu'on vient de dire, les phospholipides membranaires, ça permet d'accompagner, de vous aider à faire rentrer le tryptophane dans la membrane et réduire les kynurénines. Donc voilà, vitamine D, krill oil, les phospholipides, tout ça, c'est intéressant. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis sur la kynurénine. C'est un métabolite du tryptophane. Je ne connais pas personnellement un moyen qui permet d'orienter plutôt le tryptophane vers par exemple beaucoup plus vers le 5-HTP. J'avais fait déjà dernièrement une vidéo sur le tryptophane et donc la kynurénine, ça fait partie de la voie majeure. On appelle ça en biochimie la voie majeure du tryptophane. Donc, c'est une voie assez active par rapport à la voie où le tryptophane passe en 5-HTP et sérotonine. Donc, je ne connais pas forcément des moyens naturels qui permettent pour moi, je sais pas. Qui permettent d'orienter un petit peu vers la voie mineure. Parce que biochimiquement, les enzymes de la voie majeure sont exprimées beaucoup plus que les enzymes de la voie mineure en ce qui concerne le tryptophane. Je ne sais pas si tu as des solutions, toi. Christophe, tu as un truc? On t'entend pas. Non, je disais, personnellement, je travaille tellement sur comment refaire partir le microbiote avec Ok, moi j'ai une étude, sur mon post, normalement, je vais retrouver, j'ai un post que j'avais fait, je pense que c'était en avril-mai, sur la vitamine D, la place de la vitamine D dans la voie de la kynurénine et la voie des oméga 3, du krill aussi, pour les phospholipides membranaires et les oméga 3 qui jouent dans l'inflammation. Ça, c'était vraiment important. Et il y avait vraiment avec un schéma, c'était avec schéma. C'est sur un des posts. J'ai du mal à retrouver certains posts comme ça, mais il y avait un post avec vraiment le schéma de la kynurénine avec la présence de la vitamine D qui permet vraiment au niveau des récepteurs, en fait. Il y a un truc là-dessus et que le tryptophane pouvait rentrer. Ouais. Ça, ce que je connais par rapport à vitamine D, oméga 3, par rapport au tryptophane, ce que je sais, c'est que ça intervient dans la voie mineure. Tu sais, dans la voie mineure, tu as le tryptophane, le 5-HTP, la sérotonine, et dans le cerveau, tu as aussi la mélatonine à partir de la sérotonine. Et dans la partie 5-HTP qui se convertit en sérotonine, là, pour que la sérotonine puisse fonctionner, tu as à la fois donc les oméga 3 qui interviennent dans l'espace présynaptique, qui permettent la libération de la sérotonine dans l'espace intersynaptique, et tu as aussi la membrane postsynaptique qui a besoin de vitamine D
pour que la sérotonine puisse se fixer sur ces récepteurs. Donc ça, cette information, je l'ai. Mais par contre, sur l'intervention de la vitamine D oméga 3 dans la voie majeure, je ne sais pas. Je l'ai même avec des schémas. Il faut juste que je la retrouve, je t'enverrai. Et aussi de savoir que si vous arrivez à faire comment on appelle ça, de manger après 17 heures, voilà. Après 17 heures, pas de protéines animales. Pas de protéines animales après 17 heures. Ça va permettre d'augmenter l'insuline le soir et l'insuline va faire rentrer le tryptophane au niveau du cerveau. Ça, c'est une autre façon détournée de pouvoir remonter la tryptophane dans le cerveau et de fabriquer la sérotonine. Donc, pour les personnes qui ont ça, c'est aussi un moyen aussi d'aider à pouvoir faire rentrer le tryptophane dans la cellule, dans les neurones et puis de pouvoir fabriquer la sérotonine. Pas de protéines animales après 17 heures, ça c'est intéressant. Dans ce cas, on pourrait imaginer prendre quelque chose à index glycémique pas élevé, mais moyen, le soir, après 17 heures, pour pouvoir augmenter l'insuline pour que ça rentre. D'accord, ça c'est intéressant. Oui. Si, c'est ce que je propose, oui. Ça aide beaucoup, hein, ça aide beaucoup. Et alors, il y en a qui dorment mieux. Tu vois, vraiment, ils ont un meilleur sommeil et le foie travaille mieux aussi. Très intéressant. Parce que quand tu mets les protéines animales de soie, non seulement tu augmentes ta digestion, tu la fatigues et ça, c'est pas mieux, mais le fait après 17 heures de rester végétalienne, là, franchement, être végétalien, être keto le matin, une keto diète le matin et être végane le soir, ça marche très, très bien. C'est vraiment, comme tu as dit, les polyphénols et les polyamines. Tu vois, tu mets les polyamines le matin. Les polyamines qui sont d'ailleurs d'origine animale en réalité. Oui, voilà. Tu les mets le matin. Voilà. Moi, je pense que c'est un beau scénario, ça. Je pense que ce serait très bien ça. Et en plus, les véganes et les kétos seront réconciliés, voilà. Ah non, mais c'est pas. Franchement, ton truc est pas mal. Poly le soir, polyphénol le soir, polyamine le matin, polyphénol le soir, keto le matin, vegan le soir. Ça, c'est le top pour retrouver un bon équilibre au niveau de votre santé. Je pense que c'est. Stéphane Résimond qui est aux anges avec ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et alors ici, c'est pas une question, mais c'est merci de penser à tous les patients psychiatriques. Je le dis sincèrement parce que moi je l'ai vécu. Je sais que c'est pas évident dans une famille de ne pas manger comme tout le monde. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que moi j'ai vu une patiente qui a failli être infamée en psychiatrie alors qu'elle n'avait pas sa place là-bas parce que les gens ont décidé que c'est un comportement psychiatrique et voilà. C'est un peu difficile. Je pense que l'intolérance à l'histamine, c'est écrit dans notre dossier médical, c'est bien écrit, c'est reconnu. Le syndrome histaminique, c'est reconnu. Donc, le SAMA, c'est reconnu. Il faut juste repérer ces gens-là et les aider, franchement. Mais en tout cas, ne disons plus aux gens qui sont psychiatriques. Ça pose vraiment des problèmes dans les familles, des divorces, des séparations, des gens qui se retrouvent tout seuls, abandonnés par leur famille parce qu'ils disent qu'ils ne les croient pas. Et c'est quand même dommage qu'une mère ne croit pas à son enfant, parce que si on arrive là, c'est qu'on va très très loin. Voilà, donc pensez aux intolérants à l'histamine. Ils ont comme vous, ils ont juste qu'ils peuvent manger comme vous, à cette temps-là, et puis dans les avancées. Et voilà. Merci Amine, si tu as quelque chose à dire à tout le monde. Et puis merci à Christophe. Je vous laisse la parole pour clôturer. Merci à vous aussi, merci Christophe, merci Lucie pour cette invitation. Je pense que on aura d'autres occasions pour se rencontrer, pour discuter de ce sujet très passionnant. Et comme j'ai déjà dit, c'est quelque chose de très complexe. Bien sûr, on a maintenant des pistes. Avec tout ce qu'on avait discuté et tout ce qu'on avait partagé, et très probablement qu'on aura d'autres pistes aussi, parce qu'on continue toujours à travailler dessus. Et voilà, donc il faut pas perdre, comme tu disais, il faut pas perdre de vue que c'est vraiment une approche intégrative qui est nécessaire, surtout pour ce genre de problématiques. Donc je vous remercie vous deux pour la richesse de cette discussion et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Christophe. Voilà, merci à tous. Et, en effet, c'est complexe. Il faut s'accrocher. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait faire des schémas, énormes schémas, pour que ce soit clarifié dans notre esprit. Et voilà. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, on va mieux comprendre les choses et c'est précieux. Ouais.
Complexe, mais pas compliqué. Complexe. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. En tout Ouais. cas, merci à vous. Franchement, c'était Merci. super. On est parti comme ça à l'aventure. Et vous voyez, c'est quand même beau. Et voilà. Mais on reste 2 minutes ensemble. Hein. Voilà. Au revoir à tout le monde. Et puis, le 22, on sera avec Krotum. On parlera de la nutrition et la préconception. On a parlé un peu de l'histamine, la fécondation, l'implantation. Et ici, avec elle, on parlera donc de la nutrition et la préconception. Et le mois prochain avec elle, je parlerai de la grossesse du postpartum avec les problèmes de DAO, d'alimentation. On verra un petit peu voilà, par rapport à ça. Donc voilà, à jeudi pour la nutrition contre préconception et nutrition. Voilà, merci. Au revoir tout le monde.